Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de podcast du Salon des Arcanes. Aujourd'hui, je reçois Célia Mélesville. Je suis très heureux de recevoir Célia dont j'admire énormément le travail et l'art, puisque c'est une artiste illustratrice en plus d'être cartomancienne. Et elle me fait l'honneur, le privilège et le plaisir d'être ma première invitée pour cette deuxième saison du podcast du Salon des Arcanes. Donc Célia, bonjour, bienvenue et merci beaucoup. Bonjour Nicolas, bonjour à tous et merci beaucoup pour ton invitation surtout. Avec grand plaisir. Ça faisait très longtemps que je voulais te proposer ce petit échange et cette discussion pour en apprendre plus sur ton parcours, ton travail. Donc ça y est, enfin, on y est. Je suis vraiment ravie d'être là puis d'échanger avec toi. Pour celles et ceux qui peut-être encore ne te connaîtraient pas, ce que je trouverais étonnant, mais on sait jamais, comment tu te définirais ou te présenterais et comment tu présenterais ton travail? Vaste, vaste première question, parce que j'ai plusieurs cordes à mon arc en fait. Je suis illustratrice principalement, enfin la base en fait c'est vraiment l'illustration. Je nage dedans, j'adore ça. Mais je fais aussi des textes, j'ai aussi ma maison d'édition où j'ai publié mes propres jeux, puis des jeux aussi d'autres personnes. Euh, et puis la cartomancie, bien sûr, c'est ma passion. Non seulement parce qu'il y a le support visuel où on se retrouve justement dans les illustrations et ça fait à chaque fois des magnifiques petits objets d'art à découvrir, mais aussi pour le côté spirituel où justement chacun après l'utilise à sa façon. Mais c'est un outil merveilleux justement pour le développement personnel, la spiritualité, la cartomancie, enfin tout ce qu'on a envie de travailler avec lui. Du coup, tu te définirais comme artiste illustratrice avant de te définir comme cartomancienne? Ouais, parce que cartomancienne, je pense que c'est trop réducteur en plus. Tu vois, j'adore la cartomancie parce que j'adore ce support et ce visuel, mais en même temps, à côté, j'ai fait du chamanisme, j'ai fait tout un tas de choses en fait. J'ai euh, j'ai fait beaucoup aussi de développement personnel. J'ai aussi fait enfin, j'ai fait, je sais pas, en 10 ans, j'ai fait tellement de trucs que tu vois, j'aurais du mal à tous les définir. Mais j'ai quand même, dans le lot, j'ai quand même fait pas mal de chamanisme aussi, ce qui a pas mal brassé mon travail, surtout mon tout premier jeu que j'ai publié. Et, euh, et je pense que mes jeux, tu vois, ils évoluent aussi en fonction des expériences qu'on fait à chaque fois. Et comme ça fait déjà 10 ans maintenant, il y a plein d'expériences qui viennent se rajouter. Qu'est-ce qui est venu justement pour continuer sur ce sujet, cet équilibre entre l'artiste et alors peut-être la chamane, je sais pas, tu nous diras. Ouais, non. Alors, je me considère pas, je me considère praticienne, tu vois. J'aime bien expérimenter, mais c'est pas mon métier. Enfin, je sais pas si on peut dire que c'est un métier parce qu'il y en a qui en font une activité professionnelle. Moi, c'est pas le cas. Moi, vraiment, je suis dans l'édition beaucoup plus. Moi, j'expérimente, je cherche, je suis curieuse, quoi. Je vais voir un petit peu, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas. Puis il y a des choses qui te parlent à un moment donné de ta vie. Puis après, tu passes aussi à autre chose ou tu découvres autre chose qui va plus te parler. Donc il y a toujours cette évolution qui se fait et, et j'ai du mal à me dire je suis telle chose. Alors je suis illustratrice, ça c'est sûr, parce que là, bon, depuis que je suis enfant, je me mène dedans et j'en fais tout le temps. C'est vraiment mon socle créatif. Mais je peux pas me définir après cartomancienne ou chamane. Je suis curieuse, je crois. Je cherche des solutions aussi et je cherche des solutions peut-être aux difficultés que je rencontre dans la vie et puis des réponses à des questions que je me pose au fur et à mesure de mon évolution, tu vois. J'ai trop de questions qui me viennent. Je pense que c'est un peu pareil en plus. Mais alors, je vais essayer quand même d'y aller pas à pas. Donc, finalement, ta passion de l'illustration et ce talent, il faut quand même un minimum de talent, même si
ça peut se pratiquer, s'apprendre. Je pense qu'il y a quand même une part d'inné dans le dessin. Il y a des gens. Enfin, après, c'est comme pour tout art et toute la musique. On peut tous être illustrateurs, on peut toutes Ouais. et tous être musiciens. Et après, à côté de ça, il y a des personnes comme Mozart qui ont peut-être un truc inné en plus. Je sais pas. Une facilité. Moi, je dirais plutôt une facilité, parce que je pense qu'à travailler, même moi, tu vois, je fais pas du tout la même qualité de dessin aujourd'hui que je la faisais il y a 10 ou 20 ans. Donc, je pense que c'est une facilité, puis après, c'est beaucoup de travail, quoi. Qui est portée par une passion. Donc Mm, finalement, tout c'est à pas fait. une comme l'étymologie du terme travail découle de torture plus ou moins. Finalement, quand c'est une passion, on a moins ce sentiment de travail dans le sens lourd et Oui, difficile. comme on l'imagine beaucoup en France, où le travail, ça doit être quelque chose de difficile, mais pas forcément. Il y avait quelqu'un qui disait, fais de ta passion, ou fais de ton travail une passion, ou fais de ta passion ton travail, je sais plus, mais finalement, ça marche dans les deux sens, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie. Parce que justement, on enlève cette question de lourdeur et de difficulté, ce qui n'est pas vraiment vrai. Parce que même si on fait ce qu'on aime, on sait bien que il y a les côtés administratifs, il y a toujours des choses qu'on doit gérer au quotidien qui sont obligatoires aussi, qui font partie du package et qui sont lourds quand même aussi. Donc, je Je mets te des petits confirme. guillemets à cette petite citation. Il y a toujours une part de contrainte, effectivement. Voilà. Donc, pour toi, l'illustration, elle est vraiment arrivée, tu disais enfant? Oui, 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 moi j'ai toujours dessiné. Ce qui a beaucoup étonné mes parents parce que je dessinais jamais devant personne, je dessinais toujours dans mon coin ou à l'école. Et c'est à l'école, quand les maîtresses ont montré à mes parents ce que je faisais, qu'ils se sont dit ah oui. Tu te Mais rappelles de qu'est-ce qui a pu, je sais pas, est-ce que je sais pas si en plus enfant on peut se rappeler quel est l'élan derrière presque ce besoin quand tu parles, j'ai presque l'impression de ressentir une forme de besoin de dessiner. ah, c'est complètement ça. Alors moi, ça me. Puis en plus, quand tu dessines, tu entres dans une forme en plus de. Alors ça peut être quelque chose de, une expérience vraiment spirituelle en plus, parce que tu rentres dans une sorte de concentration où tu es vraiment dans ce que tu fais, une sorte de méditation. Moi, je le vois vraiment comme ça. Quand je dessine, on peut me parler, naviguer autour de moi. Enfin, je ne capte personne, tu vois. Et il y a vraiment cette très forte concentration qui est qu'on peut voir aussi dans la méditation, qui fait que le monde autour de toi, il n'existe plus. Tu es vraiment dans ta bulle. C'est vraiment un moment très ressourçant pour moi où si je vois que si je dessine pas pendant plus d'une semaine, je suis sur les nerfs, tu vois. Je stresse, j'ai beaucoup plus de difficultés à gérer mon quotidien quand j'ai pas cette soupape là. Mais je sais, par contre, je sais pas du tout d'où ça vient. Je t'avoue que Est-ce que comme tu as exploré un petit peu le chamanisme, on parle souvent dans ces pratiques-là d'états modifiés de conscience. ouais, tout à fait, complètement. Tu es dans le même état que quand tu fais un voyage chamanique où justement tu pars. Et alors, peut-être pas exactement, parce que quand tu fais un voyage chamanique, ça va dépendre de ta pratique. La plupart du temps, tu fais un voyage où tu pars explorer les mondes subtils. Donc, tu es conscient de ce que tu fais et de ce que tu vois. Alors, il y a des personnes qui sont clairaudientes, euh, clairsentientes. Non, je crois que ça se dit pas. C'est les différents sens. Tu sais, il y a des personnes qui ont des Ouais, images, ouais. il y a des personnes qui Clairvoyante, ressentent, clairaudience et qui clairsentience, je entendent. pense que ça doit exister aussi. Je sais plus C'est trop. peut-être pas exactement. On a peut-être un débat sur le sentience, Ouais, je pense que tout le monde aura compris. ouais, ouais. Il y en a qui vraiment ne voient aucune image, mais entendent des sons. Il y en a qui sentent des odeurs, et il y en a qui ont des goûts différents. Puis il y en a qui ont vraiment ce côté visuel. Et on va naviguer comme ça dans ces mondes, découvrir des choses, recevoir des messages. Quand on est plongé dans une activité créative, comme le dessin pour moi, euh, j'apparenterais peut-être ça plutôt à une forme de méditation où tu es tellement concentré dans ce que tu fais
que tu en oublies tes sensations, ton corps, ce qui se passe autour de toi. Tu vois? Toi qui as peut-être plus l'habitude de la méditation, justement, est-ce que tu le ressentirais de ce que je te décris un petit peu plus comme ça? En vrai, je médite quasiment pas, voire jamais. Je pense qu'on peut être dans un état, en fait, ce qu'on appelle l'état méditatif. C'est un état de présence, c'est un état, voilà, effectivement, de concentration qu'on peut, à mon sens, hein, encore une fois, Oui, expérimenter à n'importe quel moment, dans n'importe quelle activité, tout à dans fait. l'échange qu'on est en train d'avoir. Moi, je m'efforce d'être dans un état de présence totale, de Mmh. manière à être dans cette interaction à 100%, quoi, de l'intégralité de mon être. Ouais, Ça, pour moi, c'est finalement, et ce qu'on appelle méditation, c'est peut-être une préparation à cet état de présence, tu vois, où en fait on se recentre, on fait un petit peu descendre cette conscience en nous de manière à être plus présent ensuite dans notre quotidien. Mais bon, ça, ouais. après, c'est ma vision des choses. Bah, c'est ça, c'est cette idée, mais c'est, limite poussé à l'extrême, tu vois? Enfin moi, pour moi, hein, c'est un peu comme ça que ça se passe pour moi, ça veut pas dire que ça se passe comme ça pour les autres aussi, hein. Mais tu vois, je peux passer 2 heures à dessiner sans me rendre compte que ça fait 2 heures et tout d'un coup, je termine mon dessin, je me redresse et puis je trouve que j'ai mal au cou, par exemple. Je l'avais pas senti avant parce que j'étais complètement dans ce que je faisais. Je pense que ça arrive à beaucoup de personnes qui font des choses créatives, tu vois, du tricot ou de la musique ou t'es tellement plongé dedans que plus rien n'existe autour. Ça fait du bien aussi. Pour moi, c'est vraiment une forme d'expression du divin, si je peux employer ce terme-là, ou quelque chose de plus grand que nos petites personnes, nos corps physiques terrestres incarnés, qui vient s'exprimer à travers justement ce corps physique, mais c'est quelque chose de plus grand, et c'est pour ça qu'on en perd, que t'en perds, hein. Moi, je n'ai pas d'activité artistique, mais je peux le vivre aussi, ne serait-ce que dans une conversation où tu te retrouves 3 heures après, tu te dis ah bah tiens, dis donc, on vient de passer 3 heures, parce que finalement on est dans cet état de présence qui fait que on est absorbé à 100% dans ce qu'on fait. Et Ouais, donc là, dans ce que tu fais dans le dessin. Mais du coup, j'avais une question. Tu parlais de lorsqu'on fait des expériences chamaniques, notamment on parle de voyage chamanique. Ce podcast s'est appelé pendant un an Voyage en cartothèque, donc il y a une dimension d'exploration. Il y avait une énergie d'exploration dans ce podcast à l'époque, qui a toujours un petit peu, mais j'ai voulu revenir à un terme plus simple et plus en cohérence avec le reste de l'activité du Salon des Arcanes. Quand tu dessines, j'en viens à ma question, c'était un peu long, mais quand tu dessines, est-ce que tu as quand même cette impression de voyager dans des... qu'est-ce qui s'exprime quand tu dessines? Est-ce que tu voyages dans des, je sais pas, dans des univers, dans ton imagination, tu vois, un peu, je sais pas du tout comment tourner la question parce que je sais pas quelle pourrait être la réponse en fait. alors si tu, je vois un petit peu ce que tu veux dire. Euh, le processus créatif, en fait. Le processus créatif, c'est quelque chose où, en tout cas, moi, quand je dessine, d'abord, j'imagine ce que je veux. Donc, il y a une partie vraiment consciente. Tu te dis, bah, qu'est-ce que j'ai envie de retracer dans cette illustration, dans ce dessin. Tu commences ensuite à activer, à mettre en pratique, à dessiner, à peindre, à faire un croquis, tu vois, de base, pour te dire où est-ce que je place tel élément. Et une fois que tu es satisfait de ça, là, il y a la partie vraiment, tu vois, là, on est encore dans le conscient, on est encore en train de gratter, de placer ces éléments, d'enlever de faire des modifications. Et après, tu as vraiment la partie, en tout cas pour moi, où là, tu te plonges dans la mise en couleur, une fois que tu as ta base, ta structure, et là, tu es un peu en sécurité, tu vois, tu sais où tu vas, tu as ta ligne de conduite, et là, tu peux te plonger à fond, justement, dans ta mise en couleur, dans ta peinture, et c'est à ce moment-là où tu oublies tout. Et tu vois, il n'y a pas, je dirais pas que tu as le côté où tu reçois des messages ou je pense qu'en fait tu te laisses complètement aller. Tu vois, il y a vraiment cette idée de
bah c'est bon, maintenant j'ai tracé mon chemin avec mon crayonné, je peux me laisser libre cours. Et puis, bah, il y a quand même des moments où tu te réveilles aussi dedans, où tu dis, ouh là là, cette couleur, c'était pas la bonne, c'était pas ce que j'avais en tête, donc il faut retravailler un petit peu. Puis là, tu refais mouliner un peu ton cerveau, tu vois, pour avoir ce que tu veux. Et puis une fois que tu obtiens la couleur ou la forme que tu voulais, tu te relâches aussi encore dans ton illustration. Je sais pas, il y a une forme de détente de l'esprit, tu vois, où c'est un jeu un petit peu d'abord je réfléchis, ensuite je lâche. Tiens, là, il faut que je réfléchisse, ensuite je relâche, etc. Tu vois, un peu comme une respiration. C'est un peu comme ça que je le vois. Mais il y a des parties où tu es conscient de ce que tu fais, puis des parties où tu es complètement plongé dans ce que tu fais et ça coule tout seul. J'aime beaucoup cette analogie avec la respiration. Ça me parle beaucoup. Et quel est le point de départ? Parce que là, moi, j'ai par exemple sous les yeux ta trilogie des petits fantômes, le Boutaro, qui était le Oui, premier jeu avec les petits fantômes. Ensuite, on a le Little Ghost Oracle et le Happy Ghost le Normand, qui est le tout dernier. Du coup, d'où vient cette inspiration? Est-ce que c'est, je sais pas, quelque chose que tu peux lire, voir à la télé, voir dans ta vie quotidienne et hop, ça va te donner une idée et bam, tu vas plonger dedans? Est-ce que ouais, c'est ça. c'est Je ça? pense que c'est ça. Moi, il y a toujours un truc, quel que soit le support, tu vois, une balade sur Instagram, un truc que j'ai vu à la télé ou dans la nature, quelque chose qui me donne envie de travailler sur le sujet. De se dire bah tiens ça pourrait être vachement sympa, c'est toujours l'envie et la joie tu vois que ça fait naître en moi où je me dis mais c'est super, c'est vachement sympa, comment je pourrais le retraduire moi, et puis peut-être ce petit côté égoïste de vouloir s'approprier un truc qui t'a fait plaisir, tu vois. Tu te balades dans la nature, tu vois un beau paysage et puis tout d'un coup tu te dis ah ouais mais moi j'aimerais bien le retranscrire à ma manière, pouvoir l'encadrer chez moi. Alors ça c'est tu vois le côté avoir envie de posséder le truc, tu vois, de le garder en souvenir aussi. Je pense qu'il y a ce petit côté, il y a une part d'émerveillement, une part un peu d'égoïsme où tu te dis, je sais pas si on peut dire ça de l'égoïsme, mais le fait de vouloir s'approprier quelque chose, tu vois, de le garder pour soi. Et puis de se dire, mais en fait, moi, ça m'a fait plaisir et comment je pourrais le partager aussi. Après, il y a, tu vois, le jeu que j'ai fait sur les renards. Il y avait vraiment cette envie. Je l'ai fait au moment du Covid, donc j'avais ma fille qui était en troisième section de maternelle. Je sais plus quel âge ça fait. 8 ans, 7 ans. Mais non, n'importe quoi. C'est 4 ans, 4-5 ans. Je vais trop vite là. 4-5 ans et je me suis dit, j'avais envie d'un jeu, ça n'existait pas à l'époque, un jeu où elle pourrait exprimer un petit peu ses émotions. Alors le tarot, il y a tellement de cartes que c'est juste fabuleux. Tu peux exprimer toutes tes émotions, toutes les situations que tu es en train de vivre avec un jeu de tarot. Et comment le traduire pour les enfants, par exemple. Tu vois, là, c'est venu d'une envie de communiquer avec ma fille d'une autre manière aussi. Voilà, tu vois la carte par exemple de la mort dans le jeu avec les renards, elle est hyper douce, mais elle exprime quelque chose. Tu vois, elle exprime un passage d'un état à un autre. Donc il y a aussi cette idée de retravailler des symboles aussi, qui peut être hyper intéressante, où tu te dis ah mais tu vas découvrir un jeu de tarot puis tu te dis ah mais c'est génial la façon dont il a fait ça et tout, et puis toi ça va te donner une idée, tu vas te dire ben voilà mais moi j'ai envie de partir là-dessus et puis de retravailler cette idée parce que moi je l'aurais peut-être fait un petit peu différemment aussi, puis là c'est bon, c'est parti. C'est vrai que c'est la magie du tarot et la magie d'avoir plusieurs jeux de tarot et d'avoir une telle créativité aujourd'hui autour du tarot qui Ouais. permet d'avoir de telles, je crois que tu as utilisé le terme de palette, une véritable palette de nuances, d'interprétations, de symboles. Et c'est ça qui est magique parce que ça permet des fois, j'ai déjà expérimenté cette découverte où sur une carte tu te dis waouh, c'est tellement intelligent la façon dont ça a été vu, pensé et retranscrit. Mm.
Mais on en reparlera. Je vais essayer de rester quand même sur la question pour l'instant de l'illustration. J'avais une question, pour le coup aussi totalement égoïste parce que j'adore ces petits fantômes. D'où est venue l'inspiration de ces petits fantômes? Et ben, je crois que c'est venu, si je me souviens bien, d'une illustration que j'ai vue sur Instagram peut-être au moment d'Halloween, il y a 2, 3 ans. Un truc tout mignon avec un petit fantôme mignon. Et je me suis dit, oh, mais il est trop mignon ce petit fantôme. Alors, il faisait rien à voir avec, c'était une illustration qui n'avait absolument rien à voir avec des jeux de tarot et d'oracle. Mais je me suis dit, mais ça pourrait être tellement sympa de faire un jeu sur ce thème-là des petits fantômes. Parce qu'il y avait un jeu qui avait été publié par l'Oscarabeo sur les fantômes, une maison hantée, et puis il y en avait un vraiment sur le thème des fantômes, et c'était très adulte, tu vois. Donc ça correspondait pas, tu vois, ça n'existait pas non plus. Donc je me suis dit, ah, mais ce serait génial. Et c'est venu, tu vois, d'une illustration que j'ai vue passer sur mon feed Instagram. Et est-ce que ces fantômes, où est-ce qu'ils t'ont amené? Maintenant qu'on a vu d'où c'est parti, est-ce qu'ils t'ont amené quelque part, ces fantômes? Est-ce qu'ils t'ont accompagné sur un chemin personnel Alors, Si c'est trop personnel et que tu veux pas répondre, t'as le droit aussi, hein. non, ils m'ont accompagnée longtemps. C'est pas le jeu où j'ai vécu le plus de choses personnelles avec. Le Lily White et le Lily Black, là, je les ai créés au moment du décès de mes grands-parents et de mon père. Donc j'ai perdu la moitié de ma famille à ce moment-là, et j'étais en train de travailler sur le Lily White, et il était très très lumineux ce jeu, et je me suis dit j'ai besoin d'un pendant plus sombre, mais très coloré aussi pour remettre de la couleur, tu vois, mais sur une base sombre. Donc j'ai travaillé ces deux jeux, vraiment je les ai faits en binôme, hein, l'un à côté de l'autre. Je faisais une carte du Lily White, je faisais la même en Lily Black, tu vois. Et ça m'a vachement équilibrée, tu vois, dans mon processus de deuil. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Là, les petits fantômes, je pense qu'ils m'ont apporté énormément de joie. Je me suis vraiment amusée à les faire, mais c'était, je les ai faits après, parce que j'ai eu un problème de santé assez grave il y a quelques années de ça, et j'en suis ressortie au moment où j'ai commencé à créer le Boutaro. Et le Boutaro, enfin, je me suis amusée vraiment. J'ai fait un jeu qui était un peu comique aussi, tu vois. Par exemple, la carte de la roue de fortune où il se lave, tu sais, il y a la machine à laver. Ils sont d'abord tout sales, ensuite ils passent dans la machine, ensuite ils sont suspendus en haut. Tu vois, je pense que ça m'a apporté de la joie après des périodes un petit peu plus sombres. De la joie et de vraiment ce côté un petit peu rigolo, quoi. De prendre les choses avec plus de légèreté. De me dire, ok, parce que c'est des fantômes, donc on peut y voir quelque chose de sombre, et pourtant ils sont sympas, quoi. Tu vois, c'est des petits fantômes que tu as envie de voir à côté de toi et qui te guident, mais toujours un peu espiègles. Ouais, il y a vraiment cette partie de s'amuser, de retrouver de l'amusement, de retrouver de la joie dans sa vie, même dans les difficultés. C'est exactement ce que j'allais te dire. Ma réflexion, c'était, tu as fait alors le Boutaro, mais du coup aujourd'hui il y a trois jeux de cartes autour de petits fantômes. Donc on parle quand même de fantômes, donc de morts, hein, Oui, d'êtres tout à fait. disparus. Et pourtant, ce sont des jeux qui sont tellement pleins de vie que, enfin, cet antagonisme, il est magique. Enfin, c'est vraiment, c'est ça, c'est exactement ce que tu expliquais sur cette joie, sur cette espièglerie, tout ce qui fait partie de la vie, ce qui devrait être la vie au quotidien. Mm. Et en fait, ce sont des morts entre guillemets, des fantômes qui vivent peut-être plus que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sur cette terre. Ah oui, ils s'éclatent. Ils rentrent dans leur Volkswagen et puis ils partent en vadrouille, ils font plein de trucs vachement sympas. Mais tu vois, je crois qu'avant d'en parler avec toi, j'avais même pas conscientisé le fait de remettre cette joie-là et ce petit côté rigolo. Enfin, je suis quelqu'un qui aime beaucoup rire. Et quand tu traverses des périodes difficiles, surtout quand c'est long et quand c'est lourd,
tu perds un petit peu tout ça. Et puis surtout quand t'as des douleurs, tu vois. Enfin, moi, c'est comme si c'était une maladie, il y a des douleurs physiques qui font que la vie t'agresse autour de toi. Rien que les gens qui passent autour de toi, t'as peur qu'ils te touchent, tu vois, que ça redéclenche des douleurs, ce genre de choses. Donc, tu perds un petit peu tout le côté amusant de la vie. Parce que tu commences à te mettre une carapace un petit peu autour de toi. Et vraiment, en parlant avec toi, je conscientise le fait que, en fait, ces petits fantômes, ils m'ont permis de rouvrir cette carapace-là, de retrouver cet amusement. Et ça a été aussi long, tu vois, que mon processus de guérison, enfin physique, puisque, comme tu dis, j'ai fait 3 jeux, mais quand j'avais fini le bout à 78 cartes, quand même, tu te dis, mais les dingues, elles recommencent derrière. Mais en fait, ils étaient encore là et j'avais encore des choses à travailler avec eux, tu vois. Et les cartes qui sont dans l'oracle sont complètement différentes de celles du tarot, et celles du lot normand sont encore complètement différentes des autres. Et je crois vraiment que j'avais besoin, tu vois, de travailler pendant plusieurs années et de travailler plein de thèmes avec eux pour retrouver ce petit côté espiègle, joyeux, fun à la vie, quoi. C'est parfait parce que tu me donnes la transition idéale pour la question que j'avais finalement pas conscientisée, mais qui bouillonnait au fond de moi. Est-ce que les œuvres, les univers auxquels tu donnes vie, juste à un moment, ne prennent pas le dessus sur toi? Tu vois, quand tu dis j'ai terminé le bout tarot et en fait j'en avais pas terminé avec eux, il fallait encore que je travaille ou que je chemine avec eux. Ah mais complètement. Depuis que je crée des jeux, tous les jeux que j'ai créés ont une histoire personnelle. Alors tous les jeux que j'ai créés moi toute seule, parce que j'ai fait des collaborations aussi avec des personnes. Et là, c'est un petit peu différent parce que tu travailles pas, enfin, tu travailles avec d'autres personnes qui ont d'autres vies, tu vois, c'est toujours des très belles collaborations, mais c'est une collaboration soit qui répond à un besoin, euh, soit qui est plus en rapport avec l'univers de l'auteur. Mais quand c'est toi qui fais et l'écrit et les illustrations, tous les jeux que j'ai moi auto-publiés sont des jeux qui ont une histoire hyper personnelle derrière. Le tout premier jeu que j'ai fait, qui est l'Oracle des reflets, c'est un jeu dans les tons de sépia avec du noir et des illustrations de noir. Je l'ai fait il y a 10 ans de ça. Il y a un petit peu plus que 10 ans si on retrace la création, parce qu'il faut à peu près 6 mois à 1 an pour faire un jeu. C'est aussi hyper personnel, c'est un jeu très chamanique, justement parce que je travaillais beaucoup en chamanisme à l'époque avec des amis. On avait un groupe sur Toulouse où on travaillait ensemble. Et c'était une période de ma vie où je voulais avoir un enfant et ça se passait pas comme prévu. Il y avait vraiment des complications médicales, etc. Et j'étais en train de me dire qu'en fait, ce serait pas possible. Tu vois, donc il y a eu aussi un processus de deuil et de quelque chose qui était vraiment très important pour moi. Et j'ai créé ce jeu-là. Mon mari est parti 3 mois, non, il est parti 3 semaines au moment de Noël. Donc je me suis retrouvée toute seule, mais de ma volonté aussi. Et je me suis dit, j'avais envie de créer quelque chose. Et je me suis lancée dans cette création-là, alors que ça faisait des mois que j'arrivais plus à toucher un crayon parce que rendez-vous médicaux, parce que tu vois tous les trucs un petit peu relous quand tu commences à te dire que ça marche pas naturellement, donc du coup tu dois faire des démarches plus compliquées, voilà, qui prennent bien la tête aussi. Donc plus de création, ça me manquait trop. Pendant 3 semaines, j'ai créé de A à Z. Je passais mes journées à créer. Ça a débloqué quelque chose en moi. Et 1 mois plus tard, je suis tombée enceinte de façon complètement naturelle. Et je me dis, mais c'est incroyable. J'ai créé ce jeu qui, à la base, je savais pas ce que j'allais en faire. Hein, tu vois, c'était vraiment pour moi, pour un processus de guérison. Et comme c'est une histoire hyper personnelle, j'en ai pas parlé au début. Donc j'ai lancé le jeu. Il y a des personnes qui l'ont acheté. Et j'ai reçu plein de messages de personnes qui m'ont dit, mais en fait, ce jeu, il m'a guéri de telle chose, ou il m'a aidé à voir tel truc et ça m'a débloqué ça en moi. Et c'est là où, tu vois, après, je me suis dit, bon, je vais quand même en parler de cette histoire parce que c'est quand même tellement fort ce qui s'est passé pour moi et ce qui a été une répercussion chez les autres,
que je me suis dit, mais c'est dingue. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé. Et je me souviens plus du tout de quelle était ta question du début. Je crois que j'ai dérivé. Je pense qu'il y a quelque chose qui devait s'exprimer là, donc on laisse la place à ce qui doit s'exprimer. Moi, ce qui me vient, et ça sera peut-être le titre de cet épisode de podcast, c'est que l'illustration pour toi, le dessin pour toi, participe d'un processus de guérison. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et c'est un processus de guérison, d'évolution aussi. Mais c'est quelque chose qui, quand je travaille seule, vraiment vient en écho avec ce que je suis en train de vivre. Tu vois, c'est un truc que tu as envie d'exprimer, quoi. Incroyable, enfin magique. Franchement, j'ai pas les mots. Mais du coup, la question de base, c'était l'ampleur que prennent les œuvres, les univers que tu crées et qui finalement finissent par te dépasser. Ben voilà. Ouais. Je crois que ça me dépasse complètement. Et je me rendais pas compte à quel point ça pouvait aussi toucher d'autres personnes. Parce que je suis quelqu'un de, mine de rien, je fais plein d'expériences un peu, voilà. Mais je suis quelqu'un de très terre à terre. J'aime bien le concret, j'adore faire des listes, tu vois, pour avoir des journées bien cadrées, etc. Je suis quelqu'un de très très concrète dans ma vie et avec ce besoin quand même d'expérimenter des choses qui ne le sont pas pour arriver à trouver, à avoir des réponses à des questions peut-être aussi, tu vois, de chercher des pourquoi je ressens ça ou pourquoi le monde est comme ça, tu vois, ou comprendre des expériences un petit peu extraordinaires qui ont pu m'arriver, pardon. Et je pense que je me rendais pas compte à quel point on pouvait toucher les gens, on pouvait avoir des histoires communes aussi, et se raconter des histoires communes à travers la création d'un jeu, à travers le partage d'une illustration ou d'illustrations. Euh, Autant on le ressent à travers la musique, tu sais, souvent on est très touché par une musique où tout d'un coup on va se mettre à pleurer, où on va se mettre à rire, où on a envie de danser sur une musique parce qu'il y a de l'émotion qui vient directement avec une musique. Autant l'illustration c'est quelque chose de beaucoup plus subtil, je trouve, mais en fait ça vient vraiment toucher quelque chose, ça vient vraiment éveiller quelque chose, ça vient questionner. Je pense qu'il y a un travail intellectuel aussi et émotionnel qui se fait à travers l'illustration qui peut être incroyable. Tu as approfondi cette question justement de l'impact que peut avoir l'image sur justement ce processus de émotionnel ou intellectuel de conscience, de conscientisation. Il me semble, alors c'est peut-être pas du tout le cas, est-ce que tu avais fait de l'art-thérapie? Tout à fait. En fait, je me suis formée en art-thérapie au moment où j'ai créé mon premier jeu. Ce qui fait que quand j'ai créé mon premier jeu, j'ai donc ouvert ma maison d'édition et en même temps, j'ai ouvert mon cabinet d'art-thérapie. Et comme j'avais ce jeu qui était là, souvent, en fonction des personnes, hein, bien évidemment, de leur sensibilité, c'était un outil de plus. Donc, je pouvais sortir des cartes pendant les séances d'art-thérapie, en fonction des personnes, et voir comment justement ces personnes travaillaient sur l'image, sur le support de l'image. Je l'ai beaucoup fait avec le Dixit aussi. Le Dixit, c'est un jeu de société à la base, hein, rien à voir avec la cartomancie, mais c'est un jeu de société où les images sont faites exprès pour pouvoir raconter plein d'histoires différentes. Donc la personne, quand elle va regarder une image, elle peut te raconter plein d'histoires. Et forcément, elle va te raconter une histoire qui va faire écho à la sienne, qui va la toucher. Et c'est génial, quoi. Donc ouais, le support image est quelque chose de très très fort pour travailler quelque chose sur soi, pour faire sortir des choses aussi en soi. Et tu l'expliques comment? Qu'est-ce qui, pour toi, dans l'image, permet ça? Parce que je pense que l'image, elle te raconte une histoire. Tu vois, c'est d'ailleurs pour ça que c'est plus facile de travailler avec un tarot rider qu'avec un tarot Marseille, parce que le rider, il te raconte des histoires en fait. Tu vois des gens qui trinquent ensemble, tu vois des gens qui se baladent ensemble ou qui montent des montagnes. Une personne qui monte une montagne, tout de suite, tu peux te dire, bah ouais, moi aussi, j'en suis là.
cette difficulté-là qui va être représentée par la montagne. Et puis bon, bah, je force, j'ai besoin d'un bâton pour m'appuyer. Et mon bâton, ça va être une activité créative ou ça va être telle personne qui m'accompagne au quotidien. Toi, tout de suite, il y a un milliard d'histoires que tu peux raconter juste avec une illustration. C'est fabuleux. Et puis tu peux, si tu te poses les bonnes questions, tout de suite te dire, ben en fait, si cette illustration-là, je vais tirer une carte et puis je vais me dire comment cette carte et cette illustration du coup dessus va répondre à ma problématique du moment. Et là, ça t'ouvre, tu vois, des trucs que tu avais peut-être inconsciemment juste là, qui étaient prêts à ressurgir, mais que tu t'autorisais peut-être pas à voir. Ou qui étaient bloqués parce que toi, tu étais tellement à fond dans ta problématique que tu n'étais pas assez ouvert d'esprit pour voir la solution. En fait, c'est un support fabuleux, quoi. Mais je crois aussi, d'un point de vue un petit peu plus, parce que là c'est très théorique, tu vois, ça s'explique, c'est logique. Mais tu vois, quand je te dis que la première fois que j'ai sorti mon jeu et que j'ai reçu des messages en me disant, des gens qui me disent ce jeu m'a guéri, c'est complètement abstrait, tu vois. Puis comment un jeu peut te guérir et tout. Et pourtant, il y a quelque chose de l'ordre du mystique un petit peu qui se joue également. Et je trouve que j'ai beau être très terre à terre, il y a quand même cette notion que je prends en compte parce que depuis 10 ans d'expérience, des messages comme ça, des mails qu'on m'envoie, j'en ai reçu plein, tu vois. Donc je peux pas me dire c'est juste un support et puis basta. Je crois que vraiment il se passe quelque chose d'autre derrière. À chacun après de voir ce qui se passe hein, et de se dire ok moi j'y crois pas, mais moi je peux pas fermer les yeux là-dessus après avoir reçu tous ces messages, après avoir vu tu vois tout ça. Est-ce que ça fait partie des expériences un peu extraordinaires dont tu as Ouais, mentionné? Ouais. ouais, ouais, complètement. Est-ce que tu en as d'autres que tu voudrais, une peut-être que tu voudrais nous partager, qui du coup a peut-être éveillé éveillé cette curiosité que tu as sur cette compréhension du monde, de l'univers, de nous-mêmes probablement? Alors il y a une anecdote rigolote juste par rapport aux cartes que je raconte de temps en temps. J'ai un jeu sur les anges, j'ai un tarot sur les anges et j'ai un jeu que j'avais acheté il y a 20 ans peut-être quand j'étais à la fac et quand j'étais encore étudiante sur les anges qui a 80 cartes. C'est un vieux jeu qu'on trouve plus maintenant. Non, alors c'était ce vieux jeu 80 cartes et j'avais un jeu de Dorine Virtue sur les anges aussi. Et parmi ces deux jeux, il y a 5 cartes qui sont communes, tu vois, avec le même thème. Enfin, elles n'ont pas du tout la même illustration, mais sur ces 84 cartes, il y a 5 cartes qui ont la même intitulé que le jeu de Dorine Virtue. Et un jour, je tire les cartes à ma sœur, comme ça, juste ma sœur, elle me dit, oh, vas-y, tire-moi une carte, comme ça c'est juste, elle le fait comme ça pour s'amuser, tu vois, sans prise de conscience derrière, sans question. Et je lui tire 3 cartes. Et sur ces 3 cartes, je tire les mêmes 3 cartes avec les 2 jeux. Je me dis quand même sur 80 cartes, je veux bien qu'il y ait des probabilités, mais quand même, tu vois. Et une fois, pareil, avec un tarot où je mélange les cartes, je tire la tempérance. Et ça lui convenait pas. Elle me dit non, mais j'ai pas envie de la tempérance. Tire-moi une autre carte. Alors je dis bah vas-y, bah le jeu, puisque du coup ça te convient pas, occupe-toi de ton jeu. Donc elle bat les cartes et là elle-même elle tire une autre carte et bam la tempérance. Là, je me dis 78 cartes quand même. Tu te dis mais quand même il y a des choses. T'as beau croire aux coïncidences, être très cartésien et tout, il y a quand même des choses qui se passent qui sont de l'ordre du difficilement explicable. La tempérance qui est aussi un ange d'ailleurs. Aussi un ange, exactement. Et c'était pour la même personne. Du coup, bah, transition parfaite. À partir de quand et est-ce que tu te rappelles ce qui a déclenché cette bah je sais pas ton alors ma question est très très mal formulée. Comment tu as découvert la cartomancie? Comment
ton premier jeu de cartes ou un premier jeu de cartes est tombé entre tes mains et tu t'es dit, c'est fabuleux, peut-être que tu t'es dit ça, peut-être que tu t'es pas du tout dit ça, mais en gros, ça va m'accompagner sur des dizaines d'années. Je me suis pas dit ça. Je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Parce que mon tout premier jeu, alors je me suis, tu vas dire, j'en prends conscience en t'en parlant aussi, tu vas dire que je suis très tournée vers la mort, etc. J'y peux rien. Enfin, après, il y a des choses qui t'accompagnent dans la vie, t'y peux rien. Mais j'ai perdu un ami quand j'étais au collège. Et j'ai rêvé de lui. Mais tu sais, un rêve qui est très conscient, où tu ressens tout, t'es vraiment toi, tu prends des décisions dans ton rêve et tout. Et cet ami est venu me dire au revoir dans mon rêve. Je devais avoir 13 ans, tu vois. Donc ça m'a vachement bouleversée en fait. Puis en tant que bon scorpion, je pense que j'ai une prédilection un petit peu pour ces thèmes-là. Ça m'a énormément. Je me suis dit, mais c'est pas possible de vivre quelque chose comme ça. Parce que vraiment, il est venu, tu vois, dans le lieu où on se rencontrait à chaque fois, puisqu'on faisait de la natation ensemble, donc à la piscine. Il me dit, voilà, je m'en vais, je suis désolée, au revoir. Enfin, tu vois, vraiment. Puis je l'ai vraiment ressenti comme ça. Je me suis réveillée avec cette impression d'avoir dit au revoir à mon ami. Et j'ai commencé à m'intéresser, je pense, à tout ça à partir de ce moment-là, mais j'étais déjà très tournée vers tout ce qui était mythologie. Tu vois, la mythologie me passionne, surtout la mythologie celte. Et du coup, j'ai découvert le tarot chez un petit libraire, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Tu vois, ça remonte, il y a beaucoup trop d'années pour que je le dise. D'ailleurs, petite parenthèse, on enregistre, on est le 19 novembre. Tu nous annonces que tu es Scorpion, donc ton anniversaire 5 novembre. Ok. Bah, avec un peu de retard, bon anniversaire. Merci. Et du coup, j'ai trouvé un tarot de Marseille chez un petit libraire. Tu sais, le Grimaud. J'ai rien compris. Parce que chez un libraire, t'as un petit livret qui t'accompagne. Les arcanes mineures sont pas illustrées, enfin semi-illustrées. Je dis pas, c'est pas vrai, elles sont pas illustrées, c'est pas des cartes blanches, mais c'est semi-illustré. Il y avait un petit truc te dire carte à l'endroit, carte à l'envers, mais sans t'expliquer c'est quoi les cartes à l'envers. Je n'ai absolument rien compris. Donc je me suis tournée plutôt à ce moment-là vers la lithothérapie, vers les pierres. Et puis, il y a une petite boutique ésotérique qui s'est ouverte quelques années plus tard, et je suis tombée sur un jeu type Rider sur le thème celte. Alors c'est bon, là, ça m'a conquis, tu vois, et à partir de ce jeu-là, j'ai été conquise jusqu'à aujourd'hui. Et je me suis toujours dit, un jour, je ferai mon jeu. Voilà, sans savoir trop pourquoi, comment, mais bon, l'illustration, c'est mon truc, les cartes, c'était devenu aussi mon truc. Donc, je me tirais toujours ma petite carte tous les matins et tout. Donc, cette évidence était déjà présente. Ouais, c'était déjà présent. Je savais pas du tout comment, et puis je pensais pas du tout. Je pensais le faire pour moi, tu vois, en toute discrétion. Je vais juste faire une toute petite parenthèse par rapport à ce que tu nous as partagé vis-à-vis de ton ami lorsque tu étais adolescente. Je comprends parfaitement ce que tu as pu vivre. Et il se trouve qu'énormément de personnes vivent des expériences un petit peu extraordinaires comme celle-là. J'avais assisté à une conférence un jour je vais pas retrouver son nom, mais c'est pas grave. Elle nous parlait, je crois qu'elle est docteur, elle étudie beaucoup la conscience, et notamment les expériences extraordinaires de la conscience, les capacités de la conscience. Et dans la conférence, elle expliquait que, j'ai plus le chiffre exact, mais c'est pour donner un ordre de grandeur, on est 90-95% de l'humanité à vivre au moins une expérience extraordinaire dans notre vie. Sauf qu'on est tellement conditionné à ce que ça n'existe pas, à ce que ça ne soit pas possible, qu'en fait, on n'en prend pas conscience et on l'occulte complètement. Oui.
Alors qu'en fait, des expériences dites extraordinaires, mais sont-elles finalement véritablement extraordinaires quand on sait que 90 ou 95% de l'humanité vit ce type d'expérience? Voilà. Donc, je voulais juste faire cette petite parenthèse. Et oui, je suis complètement d'accord avec toi. J'avais vu un podcast aussi qui expliquait ça. C'était des autochtones sur une île qui ne savaient pas ce que c'était qu'un bateau. Et le jour, en fait, ils ont vu arriver une armada de bateaux pour venir les envahir. Je sais plus, hein, c'est une histoire vraie. Hein. Ils n'ont pas du tout pris conscience de la menace parce qu'en fait, ils ont complètement occulté ce qu'ils voyaient parce que eux, ils savaient pas ce que c'était et pour eux, ça ne pouvait pas arriver en fait. Mais ça remonte à des années, quoi. Revenons à ce dont on était en train de parler. Moi, j'avais quand même une question. Quand du coup, on tombe dans la cartomancie, comment tu as été amené à l'explorer? Parce qu'à l'époque, il y avait, comme tu le disais, beaucoup moins de jeux, beaucoup moins de ressources. Il y avait peut-être pas, je connais pas ton âge, je sais que tu es quand même assez jeune, mais il y avait peut-être pas encore Internet. Enfin, moi, je fais aussi partie de cette génération qui a connu dans sa Ouais. jeunesse le pas d'Internet ou alors juste l'Internet où il faut, t'as le temps d'aller te préparer 4 cafés avant que tu sois connecté à Donc, une t'es la page web. connexion. Voilà. Donc, Claire. comment tu as exploré cet univers de la cartomancie, et à partir de quoi? C'est vrai qu'au début, il y avait très très peu de choses. Alors moi, du coup, j'ai eu la chance d'avoir cette petite librairie ésotérique qui s'est ouverte dans ma ville. Donc déjà, ça a été un premier pas. Et ensuite, je suis allée faire mes études à Bordeaux. Donc là, à Bordeaux, j'avais direct repéré deux librairies et j'y allais tout le temps. En fait, j'y allais tout le temps et tu vois, c'était le temps où il y avait les oracles de Dorine Virtue, par exemple. Donc il y avait beaucoup de travail avec les anges qui se faisait à ce moment-là, qui me parlaient sans me parler vraiment, tu vois. Euh, donc je pense que j'ai beaucoup appris sur les livres, dans les livres, en faisant des expériences personnelles. Et bien plus tard, quand je suis arrivée sur Toulouse, il y avait des groupes qui s'étaient formés. On appelait ça, enfin c'était, j'ai rencontré des personnes comme ça. Alors c'était complètement incroyable. J'ai travaillé à Cultura à un moment donné. J'ai rencontré une personne qui travaillait là-bas et qui, elle, faisait partie d'un groupe de féminin sacré. Je sais pas comment c'est venu. Qu'on ait pu parler de ça sur un lieu de travail, sur notre lieu de travail, mais il se trouve qu'on est devenus amis et que j'ai intégré ce groupe avec elle. Et avec ce groupe-là, en fait, il y en avait une qui s'intéressait au chamanisme. Donc on a fait du chamanisme. En fait, c'était vraiment un groupe d'expérimentation ensemble, tu vois. Donc d'abord avec les livres, et puis ensuite, ça s'est quand même développé au fur et à mesure des années. Et j'ai rencontré d'autres personnes aussi pour faire d'autres expériences. Et aujourd'hui, en dehors de la cartomancie, tu continues l'exploration de d'autres champs, activités mystiques, ésotériques, divinatoires, je ne sais pas. Et ben, ce qui est étrange, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Au bout de 10 ans, j'ai l'impression d'avoir fait pas mal le tour d'un petit peu tout, tu vois, d'avoir pas mal de bagages aussi et de me dire, de savoir maintenant quand j'ai un problème, par exemple, ou me dire directement, bah ça, je peux travailler avec en chamanisme ou en énergétique, ce genre de choses. Et en même temps, je t'avoue que je suis pas fan de la façon dont on tournait les choses depuis le Covid. Je me reconnais pas dans la spiritualité post-Covid, post-Covid, post-Covid. J'ai beaucoup de mal, tu vois, avec la spiritualité tiktokienne, si je peux dire ça comme ça. Moi, ça me dépasse. Alors après, je sais pas, je me dis, oh, tu sais, c'est comme les vieux autrefois, et c'était toujours en train de râler, les petits jeunes maintenant avec leurs trucs, c'était jamais assez bien. Je me dis, mais c'est pas vrai, soit je suis en train de devenir une vieille qui me dit c'était mieux avant. Euh, Peut-être pas. Je pense vraiment que je me reconnais pas en fait dans tout ce qui est en train de se passer un petit peu maintenant. C'est pour ça qu'aussi j'aime beaucoup travailler avec. Tu vois, quand je fais des jeux, je les fais avec certaines personnes et je suis très contente de les faire avec ces personnes-là parce qu'on a vraiment, je les connaissais d'avant, on a une affinité ensemble, je les connais vraiment personnellement aussi, donc
Je connais leurs valeurs, ce qu'elles mettent dans leur travail. Euh, et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, tu vois, je lis beaucoup plus des livres de philosophie que des livres de développement personnel. Quand j'ouvre un livre en plus, comme j'ai une chaîne YouTube, j'ai reçu pas mal de services presse aussi. Et franchement, dans les trois quarts, j'ouvrais, je lisais une dizaine de pages, je me disais, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Dernièrement, j'ai reçu un agenda. Je devais le présenter, je le présenterai pas. J'ai ouvert l'agenda et c'était écrit par ChatGPT. Tu te dis, mais en fait, de toute façon, maintenant, tes trucs, ils sont plus écrits par une personne. Ça se voit direct. En plus, tu vois, il y a des trucs, tu te dis, mais arrêtez, ça se voit, on vous voit. Quand on lit, quand on connaît un petit peu l'outil, tu peux pas passer à côté, quoi. Et non, j'ai plus envie de travailler ma pensée critique avec de la philosophie euh, que ce que je vois actuellement. Quel est le constat? Alors, tu nous parles effectivement de ChatGPT, au-delà de ChatGPT, de l'intelligence artificielle et effectivement de la création de contenu à partir de l'intelligence artificielle. Quel est l'autre constat, les constats que tu fais par rapport à cette spiritualité post-Covid dans laquelle tu te reconnais pas? Comment pour toi elle a évolué justement? J'ai quelques idées, Ouais, évidemment. c'est un peu, tu vois, comme la fast fashion. Tu vois, on veut tout trop vite. On a l'impression que on a compris. Enfin, moi, je vois bien. Enfin, ça, c'est peut-être l'expérience aussi, mais tu t'emballes pour un truc, un peu comme quand tu découvres quelque chose, tu t'emballes pour un truc et tu as l'impression que c'est une vérité absolue. Et puis 2 ans après, tu as découvert autre chose où tu te dis, mais en fait, je me suis complètement plantée parce que tu as gardé ton esprit critique. Et j'ai l'impression qu'à vouloir aller trop vite et en faire trop rapidement, tu vois, tu perds un peu aussi ton côté critique. Et ça me dérange un petit peu. Je trouve que même si on aborde des sujets qu'on peut pas je peux pas te dire oui les anges ça existe, tu vois, c'est juste quelque chose que moi je pourrais croire personnellement. C'est de l'ordre de la croyance, tout ce qui est de l'ordre de la croyance, c'est justement pas prouvable. Et tu peux y croire profondément et ça te fait du bien et tant mieux, hein, tu vois, ça c'est propre à chacun. Mais je pense qu'il faut toujours garder un esprit critique pour pour se. Je pense que c'est hyper important. Je saurais pas te dire pourquoi. Si, parce qu'en fait, il faut pouvoir évoluer. Je pense que l'humain, de base, est fait pour évoluer. Tu vois, la pensée humaine est faite pour évoluer. Et si tu perds cet esprit critique, en fait, tu n'évolues plus. Et, euh, et là, on essaie de coller une spiritualité 2.0 avec des outils qui, on le sait, en plus sont mauvais pour l'humain. Tu vois, c'est addict. TikTok, enfin, il y a certains pays où ils refusent de l'utiliser parce que c'est devenu trop nocif pour le mental, pour l'humain. Mais on continue, enfin, on transvase un petit peu quelque chose de spirituel qui est une quête personnelle, qui est censée prendre du temps, que tu es censé déguster, tu vois, c'est comme un bon plat, tu vois, t'as pas envie de le manger trop vite, tu as envie de cheminer, tu vois, dans ta spiritualité. Ce qui est chouette d'ailleurs dans la spiritualité, c'est aussi de faire ce chemin, pas d'arriver au but, en fait, même c'est même pas drôle d'avoir un but, tu vois. Je Ce suis qui est pas sûr qu'il y sympa, ait un but, effectivement. c'est le parcours en fait. Donc, donc je trouve que c'est important de remettre un petit peu ça. Et ça, je le trouve plus. Je trouve que tous les concepts sont mélangés. J'ai vu par exemple des jeux d'oracle où tu as Jésus, Bouddha, et puis tu vas avoir des concepts qui n'ont mais rien à voir les uns avec les autres. Et tu te dis mais c'est pas construit, c'est pas logique, c'est pas construit, c'est pas je sais pas. Je trouve que tout est trop mélangé peut-être. Ça va trop vite. Tout est trop mélangé. On profite pas du chemin. Il y a effectivement, enfin, je comprends tout à fait, je partage ton opinion. Il y a effectivement aujourd'hui dans nos sociétés une, une quête, un besoin d'immédiateté. Ouais. Euh,
on a poussé un système économique capitaliste libéral à l'extrême, Ouais. un consumérisme qui devient affolant et destructeur pour la planète entière. Et pourtant, on continue d'y aller à fond, quoi. C'est-à-dire que, Ben c'est ça. Je y comprends compris pas. sur un sujet, sur un domaine, comme tu le dis, qui est complètement à l'opposé, là, celui de la spiritualité, je partage ton opinion sur ton point de vue sur cette, pour moi, c'est plus un dépouillement, en fait, une façon à chaque instant, de savourer chaque découverte, chaque expérience, de conscience aussi. Qu'est-ce que je vis, pourquoi je vis ça, comment je vis ça. Ouais. Ouais. Et à côté de ça, bah du coup, il y en a certains qui en profitent parce que une humanité qui n'a plus d'esprit critique, c'est une humanité qui est malléable, qui est gouvernable, qui est contrôlable. Donc Tout à fait. voilà. Bon, ça fait quasiment 1 heure qu'on parle. C'est d'une intensité, d'une richesse, mais c'est extraordinaire. Mais on va pas s'arrêter là parce que moi, je veux quand même t'interroger sur. On va mêler. On a parlé d'illustration, on a parlé de spiritualité cartomancie. On va mêler les deux maintenant. Ça fait 10 ans que tu as commencé, que tu as créé ton premier jeu. Aujourd'hui, t'en es à, je sais pas combien justement aujourd'hui. Combien de jeux? Eh ben, je sais plus. Une vingtaine, on va dire une vingtaine. Je sais plus. Chaque fois on me pose la question et j'avoue que un jour je les ai comptés, mais je sais que j'en ai fait d'autres après. Eh ben oui, c'est ça. Une vingtaine, à la fois auto-édité, à la fois édité, ce qu'on appelle du mass market, la grande édition, Ouais. donc par des grands éditeurs, et avec du financement participatif, sans financement Mhm. participatif. Tu as même eu une maison d'édition qui avait vocation à publier d'autres personnes. Enfin bref, plein de choses à explorer. Je sais pas par quel bout tu veux attaquer la pelote de laine. Euh, moi, j'ai commencé par créer ma propre maison d'édition avant de travailler en mass market, parce que justement, j'avais déjà fait des livres pour enfants. Donc, j'avais été illustratrice et auteure pour enfants avant. Et, et c'est pas enfin, ça s'était pas très bien. Enfin, il y avait surtout avec un éditeur où ça s'était mal passé. J'ai jamais été payée. Ça fait 15 ans, j'ai toujours jamais été payée, tu vois, des livres que j'ai sortis. Et ça m'avait vraiment tellement dégoûtée, tu vois, que quand j'ai créé mon premier jeu, en plus, quand je t'ai raconté l'histoire personnelle qui est autour de ce jeu, je me voyais pas le confier à une maison d'édition et me dire ils vont l'utiliser. Et puis moi derrière, en fait, j'enverrai rien de mon travail, quoi. Je voulais porter ce jeu du début jusqu'à la fin. C'était hyper important, tu vois. Et j'ai ouvert du coup ma chaîne YouTube à ce moment-là pour pouvoir parler du processus créatif. Ça a dérivé un petit peu parce que du coup, à cette époque-là, c'était les premiers Kickstarter aussi en Amérique, aux États-Unis. Bon, Je te j'avais dis ça, compris. c'était comme autrefois. Et il y avait les premiers jeux qui sortaient comme ça aux États-Unis et j'ai trouvé ça génial. Donc j'ai fait le premier jeu comme ça via Kickstarter, pardon. Et il y en avait d'autres qui sortaient et moi j'étais super. Enfin, c'était génial d'avoir la vision d'un artiste à travers son œuvre. Donc je participais autant que moi j'ai fait mon jeu, j'ai participé à d'autres Kickstarter pour découvrir aussi d'autres visions. Et de là, enfin, tu vois, tu mets un pied dedans et c'est bon en fait. Après, t'es complètement happé parce que t'as toujours un autre artiste qui va sortir un autre jeu. Il y en avait pas du tout autant que maintenant. C'était complètement différent à l'époque, donc tu pouvais vraiment suivre les artistes dans leur processus créatif. Il n'y en avait pas tant que ça. C'était encore très confidentiel le domaine de la cartomancie. Donc c'était, enfin moi je trouvais ça génial quoi. Et comment ça s'est passé justement parce que du coup, il a fallu que pour le financement participatif sur Kickstarter, il y a quand même des choses à faire, il y a quand même des procédures, des Ouais, process, donc un nouvel outil. Il y a la recherche d'imprimeurs, il y a
toute la mise en page. Alors parce que dessiner sur une feuille blanche et mettre en page numériquement pour une exploitation d'imprimerie, c'est pas la même chose non plus. C'est toi qui as tout fait? Alors oui, j'ai entièrement tout fait, mais j'avais la chance du coup d'avoir un bagage, tu vois, avec justement le fait que j'ai travaillé dans des. Alors moi, j'ai un diplôme j'ai une licence d'art à la base. Donc j'avais déjà, tu vois, travaillé sur des logiciels comme Photoshop, tout ça, ça m'était pas du tout inconnu. Et j'avais continué à travailler dessus justement quand je travaillais pour faire des livres pour enfants. Parce que je montais mes textes et mes illustrations aussi. Ça m'arrivait de faire aussi le graphisme, tu vois. Tu faisais tout le travail de l'éditeur sans être payé finalement. Ouais, ben là, pour le coup, oui. Pas pour tous, hein, mais en tout cas pour cet éditeur-là, oui. Et, donc j'avais un petit peu tout ça, donc c'était la technique c'était pas le problème. La naïveté un petit peu plus parce que du coup moi les premières fois j'ai pris pour mon premier jeu j'ai pris un jeu dont j'aimais bien les cartes tout ça. Comme j'étais sur Toulouse, il y a beaucoup de maisons d'édition et beaucoup d'imprimeurs sur Toulouse. Donc j'ai pris une copine avec moi, j'ai pris mon jeu sous le bras et je lui ai dit viens on va faire le tour des imprimeurs pour voir qui peut nous imprimer un jeu. En sachant qu'au début, je voulais pas en faire beaucoup, hein, vraiment. Hein. Donc voilà, tu vois. Et, j'ai fait le tour de toutes les imprimeries. Certains me disaient oui, peut-être, d'autres non, on fait pas. Et puis je suis tombée sur un imprimeur qui a été très cash avec moi et qui m'a dit ben ça en fait non, ça c'était pour le deuxième jeu. Pour le premier jeu, j'ai envoyé plusieurs devis. J'ai envoyé une vingtaine de devis après avoir fait le tour des imprimeurs. Sur les 20 devis, j'ai eu 2 réponses. 2 réponses où j'ai demandé des compléments d'information, puisque forcément, tu dois affiner ton devis. J'ai eu 0 réponse. Je me suis dit, mais mince, comment je fais? Parce que là, déjà, premier problème, qui peut m'imprimer mon jeu? Voyant que c'était pas possible de le faire en France, j'ai cherché du coup en Chine, là où tout le monde faisait imprimer leur jeu à l'époque, et c'est toujours le cas. Donc j'ai fait des recherches et puis je suis tombée sur l'imprimeur que j'ai eu pendant des années, qui était très bien. Mais j'avais un peu peur, oui, parce qu'on voit pas les images, mais j'avais un petit peu peur à l'époque parce que je savais pas trop ce que je faisais, tu vois. Donc le Kickstarter, j'ai essayé de me débrouiller à faire un Kickstarter comme je pouvais. J'avais même fait une petite vidéo en anglais alors que je parle pas du tout anglais, donc ça devait être magnifique avec un magnifique accent français horrible. Mais il a marché. Il a fonctionné ce Kickstarter, donc je me suis lancée dans l'édition. J'en ai fait imprimer 1000 parce que à l'époque, en faire 500 ou en faire 1000, ça revenait limite moins cher d'en faire 1000 que 500. Donc je me suis lancée là-dedans en me disant bon bah j'en ai peut-être pour 15 ans, 20 ans avant de mon jeu, on verra ce que ça donne. Et puis ça a débuté comme ça. Et puis comme ça s'est bien passé, alors j'avais hyper peur, tu vois. Mais comme ça s'est bien passé, je me suis lancée dans le deuxième jeu de la même façon. Sauf que cette fois-ci, pareil, je me suis dit quand même, je suis à Toulouse, j'ai des imprimeurs, je voudrais quand même réessayer tout ça. Donc j'ai refait le tour avec maintenant un petit peu plus de bagages. Je savais quoi demander en grammage, je savais quel type de boîte, etc. Tu vois, j'avais un petit peu plus de matière. Donc je me suis dit, ils vont moins me prendre pour une débutante. J'ai rencontré là un super imprimeur qui m'a fait visiter son imprimerie et tout, petit imprimeur familial avec qui vraiment j'aurais eu envie de travailler. Mais lui, il a été hyper cash avec moi. Il m'a dit les boîtes, tu sais, les boîtes rigides ne se font pas en France. Aucun imprimeur ne vous le fera en France. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous dire qu'on peut le faire. On va les commander en Chine. On va vous taxer dessus et on va vous les revendre. Par contre, on peut vous imprimer les cartes. Mais évidemment que tu vas pas faire 1000 jeux, les mettre toi-même chacun dans une carte, dans une boîte, etc. Enfin, c'est impossible après. Donc du coup, je suis restée avec mon imprimeur chinois. C'est vrai que c'est un débat assez récurrent en France. Hein. Je ne sais pas si le débat existe aux États-Unis, mais en France, il y a cette diabolisation de l'impression en Chine.
Mais c'est un débat sans être un débat, en fait, parce que c'est un débat de personnes qui savent pas. Parce que si tu prends un an, moi j'ai mis 2 ans quand même, je me suis renseignée, j'ai pas lâché l'affaire, quoi. Tu vois, en plus, puis je suis dans une grande ville avec beaucoup d'éditeurs et beaucoup d'imprimeurs, donc tu te dis dans le lot, s'il y en a pas un qui le fait, c'est que c'est pas possible. Donc c'est un faux débat, c'est un débat de personnes qui ne savent pas tout simplement que c'est pas possible en fait, ou alors se faire arnaquer. Parce que voilà, l'imprimeur, lui, il va le faire. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, ça se fait? Je ne sais pas. Je t'avoue que rien que le fait d'envoyer une vingtaine de devis puis d'avoir que 2 réponses dessus, c'est pas possible de travailler comme ça. Le processus de création d'un jeu entre le moment où tu commences l'illustration et le moment où tu lances l'impression, c'est une année. Bah, t'as bien vu, du coup, puisque toi aussi, t'as fait traduire justement un jeu. C'est très très long si tu rajoutes en plus les illustrations dedans. Donc t'imagines si en plus tu dois relancer les imprimeurs, en fait tu t'en sors pas, c'est pas possible, en fait tu peux pas travailler. C'est simplement que tu peux pas travailler dans ces conditions-là. Je comprends effectivement tout à fait. Et puis comme tu dis, tu as le côté artistique et toute la partie gestion derrière. Comment tu articules les deux? Est-ce que tu t'épanouis? Tu vois, rien qu'en le disant, j'ai du mal à le dire. Dans les deux, Je je vois. suis pas sûr, pas sûr que tu t'épanouisses dans les deux. Mais t'es bien obligé en auto-édition, t'es bien obligé de concilier les deux. Ouais, tout à fait. Non, tu t'épanouis pas dans les deux. Moi, c'était devenu une telle charge, tout ce côté administratif derrière. Ça prenait tellement d'ampleur dans mon travail qu'au bout d'un moment, j'ai fini par dire stop. Maintenant, ma semaine, tous mes après-midi, sauf le mercredi puisque j'ai ma fille, mais tous mes après-midi sont consacrés à la création. Et c'est non négociable. Parce qu'en fait, tu peux très facilement te faire bouffer par la compta, la gestion, etc., que tu en finis à plus faire ce que tu aimes. Tu fais même plus la base de ton travail, en fait. Enfin, ce que moi, je considère la base de mon travail, c'est l'illustration. Sans illustration, pas de jeu. Donc, il a fallu vraiment que je me stoppe et que je m'encadre par rapport à ça parce que tu as toujours des trucs administratifs à faire et c'est jamais ce qui te rend heureux, tu vois. Enfin, en tout cas, personnellement, parce que bien sûr, il y a des gens qui s'épanouissent totalement là-dedans, mais non, c'est trop après. C'est trop. Ça prend trop de place. C'est un peu alors rien à voir, mais j'ai l'impression d'entendre, tu sais, les docteurs qui disent, tous les médecins qui disent, mais en fait, on a tellement de paperasse, tellement de gestion administrative à faire qu'on ne peut même presque C'est plus plus ton exercer notre boulot. métier de médecin. Ouais, ouais, c'est ça. Comment toi qui du coup a expérimenté l'auto-édition, l'édition, la grande édition, quels sont pour toi les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre, dans lequel tu te retrouves mieux? Peut-être que c'est déjà pas les mêmes projets non plus. Ouais. Voilà, ce petit parallèle entre les deux types d'édition. Alors, ça demande pas du tout la même énergie, l'un et l'autre. C'est-à-dire que quand tu es en auto-édition, que tu fais tes illustrations, ensuite tu fais ton texte, tes illustrations, ton montage, le montage de ton livret, le montage de ta boîte, donc tout le côté graphisme. À côté de ça, tu es en dialogue avec les imprimeurs pour avoir le devis, pour ajuster les devis, ce qui est long. Hein. On a tendance à l'oublier, mais en fait, c'est super long de faire ça. À chaque fois, ça prend 2-3 mois, tu vois. Et pourtant, quand je pose une question à mon imprimeur, il me répond le lendemain. Donc, c'est vraiment des dialogues comme ça. En une semaine, tu avances à pas de souris, quoi. Est-ce que tu peux rajouter, est-ce que tu peux affiner pour si jamais je mets une tranche de telle couleur, si jamais je fais ça, ou combien je le fais, si jamais je fais tant d'exemplaires. Enfin, tu as toujours des petits détails à régler. À côté de ça, tu as la relecture de ton jeu que tu fais faire par quelqu'un d'autre parce que toi, t'en peux plus tellement t'es dedans, c'est pas possible, tu finis par oublier, mais il y a au moins 3-4 relectures. Une relecture après la mise en forme aussi, une fois que le livret est fait. Et t'en arrives après, du coup, à
gérer les transitaires si c'est pas ton imprimeur qui le fait, c'est-à-dire la livraison de tes jeux. Ça, c'est encore un autre métier. Donc, tu t'adresses encore à d'autres personnes. Donc, tout ça, tu vois, c'est très, très long. Quand tu travailles avec une maison d'édition, tu fais tes illustrations ou ton texte, tu leur donnes et eux, ils font plus rien. Et toi, tu fais plus rien derrière à part dire oui, non, ça me convient ou ça me convient pas. Donc, c'est hyper reposant, tu vois, ce qui permet de faire peut-être plus de projets si jamais tu es quelqu'un de très créatif ou que tu écris beaucoup et que tu as plein d'idées. Donc, tu es moins limité, tu vois, dans la technique qu'il y a à gérer après. Tu délègues aussi beaucoup plus de choses, donc tu as moins de responsabilités, puis tu n'as pas les envois aussi à faire, puisque derrière, forcément, si tu fais de l'auto-édition, tu te gères les envois. Donc tout ça, en fait, t'en entends jamais parler. Il y a quelque chose de beaucoup plus serein et beaucoup plus tranquille. Après, tu gères pas entièrement. Si tu veux, rien que pour la création du jeu, quand tu le fais toi-même de A à Z et que tu as une image vraiment en tête de ce que tu veux, tu peux faire tout ce que tu veux. Moyennant finance, évidemment, parce que certaines finitions sont plus chères que d'autres. Donc ça te permet vraiment d'avoir l'objet du jeu tel que tu te l'as imaginé. Ce qui ne sera pas forcément le cas avec une maison d'édition où eux, ils doivent coller à des collections. Ils ont un certain type de boîte pour certaines collections, certaines finitions, certains types de cartes. Ça va dépendre un petit peu de la maison d'édition avec laquelle on travaille. Donc, il faut savoir lâcher prise là-dessus si on veut travailler avec une maison d'édition. Et puis, après, tu as aussi les droits d'auteur qui sont différents. C'est-à-dire que toi, quand tu vas vendre ton jeu, tous les mois, tu vas toucher ce que tu vends de ton jeu. Les droits d'auteur, tu touches qu'un petit pourcentage, environ une dizaine de pourcentages, entre 8 et 10% de tes droits d'auteur sur la vente hors taxe de tes jeux. Je sais que tu en parles beaucoup de la TVA, du hors taxe et tout ça, mais c'est important parce que c'est une part non négligeable du prix de vente. Donc tu touches un petit pourcentage de ce hors taxe et tu n'es payé qu'une fois par an l'année d'après. Tu vois, donc financièrement, ça peut être compliqué aussi. Est-ce que ça correspond à tout le monde? Donc il y a du plus et il y a du moins. Tu vois, c'est moins fatigant, mais à contrepartie, tu touches un petit peu moins d'argent dessus et tu n'es payé qu'une fois par an, ce qui peut être assez compliqué. Et puis tu as un objet qui peut moins te correspondre également. Après, sinon, tu as toute la gestion et tu as un objet qui te correspond et tu as un investissement personnel aussi si tu fais pas de Kickstarter ou même si tu en fais, des fois, tu es obligé de rajouter un investissement personnel. Tu prends ton risque, tu prends tout le travail, tu prends tout ton risque et puis voilà. Et c'est chronophage par contre, tu vois. Du coup, comment toi tu t'y retrouves? Est-ce que c'est toi qui choisis quel projet tu vas faire en auto-édition et quel projet tu vas faire en édition, ou est-ce que du coup, pour toi, c'est un éditeur ou plusieurs éditeurs qui vont venir te solliciter pour un travail particulier? Non, alors moi je travaille principalement avec les éditions Trait Daniel, parce que je suis très contente de travailler avec eux. Voilà, bon, au niveau com, faut pas. Je vois beaucoup de personnes qui s'attendent à quelque chose d'extraordinaire au niveau de la com. C'est pas du tout le cas. Par contre, on se fait sa propre com quand on est en édition classique. Donc ça, faut bien le savoir. Par contre, les jeux que je fais en collaboration, la plupart du temps, je les fais avec une maison d'édition. Les jeux en collaboration, si tu veux, c'est un peu moins mes bébés parce qu'on est à deux à travailler dessus, tu vois. Alors que quand je travaille sur un jeu toute seule, j'aime bien que ce soit mon projet, tu vois, de A à Z, de vraiment m'y investir, penser l'objet aussi, avoir un jeu qui a une certaine qualité, avoir un jeu qui a une certaine finition. Tu vois, sur les petits fantômes, chaque petit fantôme brille. J'ai mis une petite finition brillante sur chaque fantôme pour que quand tu le tournes, en fait, il y a un effet holographique dessus. Tu vois, moi, mon jeu, je suis trop contente d'avoir fait ça. Je sais que toi, t'aimes moins. C'est pas que j'aime moins, mais c'est vrai que ça me touche moins. Mais j'avoue que en termes de travail d'impression, de qualité d'impression, c'est exceptionnel. Enfin, moi, je trouve que ça le rend unique, tu vois. Le petit côté kitsch
de ça le rend unique. Mais tu vois, par exemple, l'Oracle des reflets, la deuxième édition, j'ai voulu des tranches noires. Et je trouve que ça colle vachement à l'univers du jeu, tu vois. Je me retrouve pas avec une finition violette brillante parce que ça devait coller à une ligne éditoriale. Et si je veux pas de finition, tu vois, j'en mets pas. Et je trouve ça bien, quoi, d'avoir ses propres choix, tout ça. Je pense que quand on a, enfin, en tout cas, moi, j'y ai pris goût aussi à penser l'objet dès le début. Je me dis, tiens, je vais faire un jeu sur tel thème. Et ce serait trop cool si je faisais ça comme finition avec. Et ça, je trouve ça chouette. Comment alors tu nous as parlé déjà un petit peu de tes collaborations, que tu collabores essentiellement, voire exclusivement avec des personnes que tu connais. Ouais. Du coup, j'imagine que ça se passe plutôt bien. Ah ouais, on est devenus très 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 amis. On parle Je notamment travaille de avec Claire Duval, je crois. Claire Duval, donc qui a la chaîne Claire de la Lune. On s'appelle des heures par semaine. Et quand je dis des heures, c'est vraiment des heures. On s'est rencontrés plusieurs fois en vrai, pourtant on n'habite pas à côté. Je travaille aussi avec Charlotte qui habite elle à côté, que j'ai rencontrée sur un salon justement qui fait du chamanisme et que j'ai rencontré sur un salon il y a quelques années de ça. Et on a bien accroché ensemble, on s'appelle régulièrement, tu vois. J'aime sa façon d'aborder en plus son travail. Charlotte, parce que je l'ai pas en tête, si tu veux préciser peut-être son nom. Charlotte Daines, Ok. La lumière est en vous, c'est son site. Je crois qu'on la retrouve aussi sur Instagram comme ça. Ok. J'essaierai de mettre les liens vers les personnes dans le descriptif de l'épisode. Mais vraiment, c'est des belles collaborations avec des personnes avec qui on partage des valeurs communes aussi, tu vois. Et du coup, là, tu travailles actuellement puisque tu viens de sortir le Happy Ghost. Alors, c'était il y avait des précommandes, mais du Ouais, coup, on l'a reçu il y a un mois à peu près. ouais, c'est ça. Il est sorti il y a 3 semaines, un mois. Ouais. Mais je sais que tu travailles à peu près continuellement sur des projets. Oui, je crois que quand j'arrête un projet tout de suite, en fait, même avant, généralement, j'en ai un en soupape, tu vois, qui est là. Il y avait juste l'an dernier où j'ai eu un gros trou artistique, tu vois, où je me suis dit, mais je sais pas sur quoi me lancer. Mais c'est parce qu'en fait, simplement, il fallait que je sorte le Normand, tu vois. Et je me suis dit, mais non, je vais pas faire un troisième jeu et tout. Tu vois, je m'autorisais pas. Et à partir du moment où je me suis autorisée, je me suis dit, bon, je fais une ou deux illustrations comme ça. Bon, autant te dire que je les ai toutes faites d'un coup. Et après, ça a continué. Là, je travaille avec Claire sur un tarot de Marseille botanique, parce qu'on est toutes les deux très fans de botanique aussi. Donc, elle fait toute la partie écrit, elle fait plein de recherches. Et puis, alors, Claire, en plus, quand elle travaille, elle fait vraiment énormément de recherches. Elle intellectualise beaucoup, tu vois. Donc, On c'est peut le voir passionnant. sur le tarot arthurien, je crois que c'est le Ouais, titre, elle a fait le tarot arthurien. Elle a avec passé Anna Tourian. 3 ans, je Le crois. livret est Ouais, c'est le conséquent. livre. C'est carrément le livre. Le livre, ouais. Ouais, ouais. Et elle a mis 3 ans pour le faire. Elle a lu 1 milliard de bouquins. Elle est allée, même, elle s'est déplacée dans les lieux, tu vois, pour ressentir cette énergie-là aussi. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui va à fond dans son sujet, tu vois. Donc, c'est passionnant. Là, on travaille du coup sur les plantes ensemble. On a bien fait les 3 quarts, je pense, des illustrations. Et à côté de ça, j'ai un petit projet secret dont je dirais pas trop grand-chose, Ok, on respecte. qui reste dans le mignon, qui est 100% moi. Là, je fais les textes et les illustrations aussi. C'était un challenge, ce projet-là. Tu vois, des fois aussi, les projets, ils viennent d'un challenge où tu te dis, mais ça, j'adore, mais est-ce que je serais capable de le faire? Tu vois? Et pour ce jeu-là, je me suis dit, mais non, je serais jamais capable, mais je vais quand même tester une illustration. Puis une deuxième, puis une troisième. Et là, j'en suis déjà à une dizaine. Donc, au bout d'une dizaine, je me dis, OK, là, je suis capable de mener le projet jusqu'au bout. Donc voilà. Comment on tient justement dans ce processus
créatif global très long, hein. On parle sur un tarot 78 cartes, alors sur les oracles Ouais. moins, mais sur un tarot 78 cartes. Est-ce que l'enthousiasme, l'engouement, l'inspiration s'émousse parfois? Est-ce qu'il y a des cycles? Est-ce que ça va peut-être même crescendo? Je sais pas du tout. C'est la question que je te pose. Je pense qu'on est tous différents à ce niveau-là, mais C'est peut-être même différent en fonction des projets? alors pour moi pas trop, parce que pour un tarot, ce que je trouve génial, c'est l'idée de retravailler chaque carte à chaque fois de façon différente. Donc en fait, tu finis une carte et tu dis, t'en prends une autre et tu dis, allez, comment je vais l'aborder. Donc en fait, t'as sans arrêt des mini challenges, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper chouette. Parce que comme t'abordes, tu vois, si je devais faire un deuxième jeu sur les fantômes, un deuxième tarot sur les fantômes, je pense que je m'ennuierais, je le ferais pas. Ou alors peut-être dans 10 ans, tu vois, parce que j'aurais peut-être une vision différente du tarot encore qui aurait encore évolué. Mais là, tu vois, en partant sur une autre thématique, les renards, les fantômes, le lily white, le lily black, je pense qu'à chaque fois que tu pars sur une nouvelle thématique, c'est une nouvelle façon pour toi d'appréhender le tarot ou d'appréhender chaque carte. Et du coup, c'est enthousiasmant, tu vois. Donc c'est 78 fois enthousiasmant. Mais bon, des fois, ça peut être long aussi. Des fois, tu te dis, ou t'as pas de, quand tu bloques sur une carte, moi, quand je bloque sur une carte, je me dis simplement que c'est pas le moment, donc j'en prends une autre. Tu vois, j'essaie pas de les faire forcément dans l'ordre. Je me dis qu'est-ce qui m'inspire là, ou des fois je regarde un film, ou je vais scroller sur Instagram ou sur Pinterest, et tu vois des illustrations et tu te dis, purée, ce personnage il est en train de faire ça, ça me fait penser à telle carte, ce serait vachement sympa de l'adapter de cette façon-là. Tu vois, et tu te fais des connexions comme ça alors peut-être parce que moi du coup je respire et je vis oracle et tarot, tu vois. Donc mon cerveau fait automatiquement des connexions avec certaines cartes au bout d'un moment. Et dans ton rapport avec, du coup, sa mise au monde, sa mise, en public, là, tu parlais justement du projet secret. L'interrogation que j'ai, c'est, comment on arrive à maintenir ce feu créatif tout en restant dans une certaine, intimité, voire dans un certain secret? Et est-ce que, la question subsidiaire, c'est que une fois que le projet a abouti, mis au monde, est-ce que du coup, tu as vraiment un sentiment de shift, genre de: «OK, ça c'est fini en Ouais. fait et je Alors lui par tourne». contre, ouais, OK. complètement. Moi, je shift complètement. C'est fini. C'est quoi le suivant? Alors j'aime travailler, tu vois. Après, je l'utilise comme un outil, tu vois. Je le sors, je fais mes tirages avec, tout ça, mais je pense plus du tout à la création, tout ça. Si je devais republier un jeu, enfin, tu vois, faire une nouvelle édition du même jeu en me disant, il faut que je retravaille un peu le livret ou il faut que je retravaille une carte, je fais non, en fait, ça m'intéresse pas. Ou je vais le faire, mais à contre-cœur. Tu vois, ça va pas être stimulant, amusant. Ça va être bon, bah, puisqu'il faut, il faut quoi. Mais ouais, je passe complètement à un autre projet. Et généralement, je travaille juste un projet par un projet, à moins d'avoir un tout petit projet que je peux caser entre deux, parce que 78 cartes, c'est très très long. Tu vois, avec Claire, on s'est dit, on se fait une carte par semaine. Donc 78 semaines, c'est un projet qui dure sur plus d'un an. Donc si entre-temps, j'ai un petit projet qui s'installe, tu vois, je peux le caser. Puis là, il y a ce fameux projet-là où je suis bien contente du coup d'avoir le projet de Claire en même temps parce que je parle de celui de Claire, tu vois, je le partage. Et l'autre, je peux commencer, tu vois, je le garde encore secret. Et puis le jour où j'aurai terminé celui de Claire ou alors j'aurai bien avancé dans le mien, je pourrai commencer à le partager. C'est important pour toi de partager, aussi tout ce processus et l'évolution de tes projets? Ouais, je trouve ça chouette, hein, parce que justement, si tu as des petits coups de mou, bah, les gens, ils sont toujours. Enfin, moi, j'ai une communauté vraiment adorable. J'ai vraiment des gens qui me suivent depuis des années, qui sont hyper gentils et tu vois, s'il y a une petite difficulté ou un truc comme ça, le fait d'en parler, ils vont te redonner un petit élan.
courage, vas-y, j'aime bien ce que tu fais, ou tu vois, c'est toujours motivant en fait d'avoir une communauté bienveillante comme ça. Et il y avait autre chose et je me souviens plus de ce que je voulais te dire. C'est pas grave, t'inquiète pas. On arrive tranquillement au bout. Je voulais quand même te poser la question de euh, aujourd'hui, tu vis intégralement de ton activité. Ouais. Alors qui inclut aussi, c'était ça dont je voulais parler aussi, donc je vais faire une petite première question. Aujourd'hui, tu fais aussi des objets dérivés comme des puzzles, des tasses, des torchons, je crois aussi. Ouais, tout à fait. Voilà. Comment ça s'est, enfin des cartes postales, etc. Enfin, il y a plein de choses. Comment ça s'est, comment c'est venu en fait à partir de quel moment tu te dis bah tiens je crée un jeu de cartes et de ce jeu de cartes je vais faire quelques Ouais. produits dérivés. Alors j'ai toujours fait des produits dérivés, mais en lien avec les jeux de cartes au début, comme des pochons pour mettre le jeu, des nappes de tirage. J'avais quelques cartes postales, des marque-pages. C'était des petits produits de papeterie en fait pour accompagner, pour mettre certaines illustrations en avant aussi. Et puis parce que c'est ce que je te dis, tu sais, après le Covid. Bon moi en plus j'ai été malade pendant ce temps-là et j'ai eu des messages quand j'ai partagé le fait que j'étais malade où je me suis dit de personnes qui étaient, enfin c'était pas entendable pour quelqu'un qui était malade, du style parle à tes cellules et ça va aller mieux. Tu vois, quand tu es en train de vivre une vraie grosse maladie qui nécessite de la chirurgie, qui nécessite des choses conséquentes, tu peux pas dire, tu peux pas entendre en fait ce genre de choses. Enfin, moi j'ai pas réussi, tu vois, et ça m'a fait un gros squeeze en me disant j'ai aussi envie de partager. En fait, qu'est-ce que j'ai envie de partager Je me suis vraiment remise en question. Qu'est-ce que j'ai envie de partager à travers mes tarots et mes oracles Déjà des outils que les gens puissent utiliser comme ils veulent, mais il y a aussi cette notion de bien-être. Tu vois, que les gens aient un outil pour se questionner, pour après s'ils veulent faire que de la cartomancie, ils font que de la cartomancie avec. C'est pas du tout un souci. Chacun fait bien ce qu'il veut. Mais moi, ça m'a apporté un tel bien-être que j'avais aussi envie que ça apporte un bien-être. Et je me suis rendu compte que il y avait plein d'autres choses qui pouvaient apporter aussi ce bien-être. Par exemple, à ce moment-là, j'ai aussi déménagé. Et rien que le fait de m'installer chez moi, avec mes affaires, de décorer ma maison, j'adore la décoration. Donc le fait de créer ta bulle, ton univers, et de te sentir bien chez toi, à travers des torchons, tu vois, à travers de la vaisselle qui t'inspire, à travers une affiche que tu vas poser au mur, bah ça aussi c'est du bien-être en fait. Les puzzles, c'est pareil. J'ai fait beaucoup de puzzles. Alors j'en fais beaucoup au moment de Noël. Presque jamais le reste du temps. Mais alors au moment de Noël, autant te dire, j'ai une pile de puzzles grandes comme moi. Et, euh, et en fait, c'est pareil. Tu vois, quand tu fais un puzzle, bah, c'est comme quand tu fais une illustration. Tu te plonges dedans, tu cherches ta pièce. Enfin, t'es à fond dedans en fait. Et tu squeezes tous tes problèmes à côté, toutes les difficultés. Ça te permet une petite bulle de bien-être aussi. Donc j'avais envie de développer mon univers aussi pour apporter ce bien-être, cet esprit un peu cocooning aussi dans l'univers des gens, tu vois, et pas juste me limiter aux cartes. Très clair, hyper intéressant aussi. J'avais une question que j'ai oublié de te poser. Est-ce que tu continues ton activité d'art-thérapie ou pas du tout, d'accompagnement? Non, Parce qu'aujourd'hui, tu as des formations en ligne. ouais, j'ai des formations en ligne. Donc quand il y a des questions, bien sûr, les gens peuvent venir me poser des questions. Mais après l'accompagnement où tu reçois chez toi une personne, alors déjà physiquement c'était plus possible pour moi quand j'ai été malade de recevoir des gens. Et surtout, la maison d'édition a pris tellement d'envergure que je pouvais plus faire les deux. Il fallait que je fasse un choix. Donc il y a que une ou deux personnes que je suis depuis des années, que je revois de temps en temps. Voilà, à qui je dis jamais non parce que c'est des personnes voilà qui m'ont confié aussi leur bagage, tout ça, et on travaille bien ensemble. Donc ces personnes-là, je continue à les accompagner, mais tu vois, il y a vraiment que deux personnes.
Et puis c'est pas tout le temps, c'est assez rare, tu vois, c'est 2-3 fois par an. Mais sinon, non, c'était plus possible en fait. Il faut choisir où mettre son temps et son énergie. Et est-ce que tu as déjà tiré les cartes pour les autres en mode professionnel? Ouais, tout à fait, ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Je proposais soit des tirages de cartes, soit de l'art-thérapie. Et les personnes que je continue, tu vois, à suivre, ce sont des personnes avec qui on a fait un double travail. En même temps à travers les cartes et en même temps vraiment en thérapie classique, puisque j'ai une formation de thérapeute aussi. Donc du coup, j'ai vraiment pu mixer les deux univers avec eux, ce qui a été vraiment, ce qui leur a permis d'aller plus loin. Et c'est pour ça que je continue à leur proposer quand ils en ont besoin, à leur demande à eux, quoi. Mais sinon, je prends plus du tout de nouvelles personnes, c'est plus possible. Oui, aujourd'hui, c'est exclusivement De l'édition. illustration et édition. Ouais, Et tu arrives à vivre intégralement de cette activité ouais, tout à fait. Ouais, ouais. depuis. Est-ce qu'il y a eu un moment, une bascule? Parce que lorsque tu sors ton premier jeu, ben, tu vis pas de cette création. Déjà, c'est le premier. Ouais. Et puis, du coup, peut-être que tu vis pas complètement du premier. Non, je vivais pas complètement du premier. Après, je suis peut-être un peu hyperactive. J'ai sorti mon premier jeu. Donc, comme je te disais, en même temps, je faisais des séances d'art-thérapie. Et comme je te le disais, j'étais enceinte de ma fille, donc ma fille venait de naître aussi quand ce jeu est sorti. Donc de toute façon, je cherchais pas vraiment à en vivre parce que j'avais pas la possibilité de toute façon de me consacrer à toutes ces activités à plein temps, c'est pas possible. Puis moi, j'ai vraiment fait enfin, je savais que je pourrais pas avoir beaucoup d'enfants, donc quoi qu'il arrive, je voulais vraiment profiter pleinement de ma fille et je l'ai gardée pendant très très longtemps avec moi. Tu vois, donc j'avais pas de garde alternative et j'en voulais pas spécialement. Donc ça a été un complément jusqu'à ce qu'elle aille à l'école. Et après là, je me suis plongée à fond justement dans la maison d'édition. Et là, par contre, j'en vis depuis 3 ans après la sortie de la maison d'édition en fait, du début du premier jeu, ouais. 3 ans après la sortie du premier jeu, ça fait 10 ans, donc depuis 7 ans, Ouais, 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 tu vis de tes créations. ouais, ouais, complètement. Comment on se sent quand on vit de ses créations? On se sent épanoui, vraiment. Je pense qu'il y a une satisfaction personnelle aussi de se dire après avoir fait tout ça, après tout ce parcours, j'en vis et enfin, c'est super quoi. Eh ben écoute Célia, j'ai envie de terminer là-dessus. Je pense que c'est une conclusion idéale. C'est pas l'épisode le plus long que j'aurai enregistré, mais en tout cas, il aura été Pas mal hyper quand même. riche. Non, franchement, en 1 heure et demie, c'est l'équivalent, je pense, de certains épisodes qui pourraient durer 3 heures, tellement c'était riche de partage. Donc, un merci du fond du cœur. Bah, merci à toi pour ce temps avec toi. Et en plus, ça me permettra, voilà, de te réinviter à l'occasion dans un autre épisode pour parler, je sais pas, d'une actu ou peut-être plus. On n'a pas parlé du fameux débat tarot psychologique, tarot divinatoire. Je préfère garder ça pour la fin et m'arrêter sur Ouais, cet ouais, ouais. épanouissement. J'ai pas de débat en plus dessus. Je trouve que chacun fait ce qu'il veut, donc Ouais, on est d'accord là-dessus aussi. Ben merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Merci ouais, de très m'avoir chouette, merci. consacrer ce temps et de nous avoir à toutes personnes qui écouteront et prendront plaisir, j'espère, à écouter cet échange que vraiment j'ai adoré et ça me donne une joie et un entrain pour cette deuxième année. Vraiment, ça va être top. Merci beaucoup d'avoir ouvert le bal. Avec plaisir. On te retrouve sur Instagram, YouTube, sur ton site internet. Ouais, Je mettrai ouais. tous les liens en descriptif de l'épisode. Et merci beaucoup. Plein de belles choses pour ces projets secrets et non secrets en préparation. Merci beaucoup. Et puis à très vite. À bientôt.